Bonjour, il est 17h30, nous sommes mercredi, en plein été à Moscou. La température est montée à 25 degrés aujourd'hui. Voilà, je fais de la météo chaque début de débriefing, c'est juste pour que vous vous rendiez compte qu'il y a un monde qui est différent de celui de Paris. Et voilà, on va me donner le diplôme de Miss Météo, me dit Pavel. Merci Pavel. Et vous remarquez que nous ne sommes plus que trois. Parce que Igor en ce moment est en train d'animer une table ronde que j'ai ouverte sur les entreprises étrangères en Russie. En fait, on fait une conférence commune avec nos amis italiens. On fait ça avec Confindustria, je vais y arriver. Il y a beaucoup de personnes, hein. Donc il y a plus de 300 personnes qui sont présentes à cette conférence. Donc Igor anime une des tables rondes, mais Arnaud est là et Pavel, qui était lui à un meeting avec le RSPP, c'est-à-dire le MEDEF russe, vient de rentrer, donc il participe. Mais Arnaud, est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé ces 2 derniers jours? Parce que tu vas donc t'occuper de tout aujourd'hui, le politique, l'économique et le diplomatique. Donc, la parole est à toi, Arnaud. Merci, Président. Bonjour à tous. Une actualité effectivement assez chargée, aussi bien dans les domaines économiques, politiques que diplomatiques. Économie tout d'abord. Le Premier ministre Mishustin qui a annoncé une réactualisation du plan de soutien à l'économie russe avec un certain nombre de mesures, notamment un soutien renouvelé et accru aux régions, au sujet de la fédération, sous forme de nouveaux prêts qui ne seront à rembourser qu'à partir de 2025. Donc on voit que le Trésor russe vient à la rescousse des budgets régionaux. Une autre mesure technique, les conseils d'administration des entreprises sous sanction pourront continuer à œuvrer sans élection, sans nouvelle élection. Gazprom, qui a annoncé hier la suspension de ses livraisons à 2 nouveaux États membres de l'Union européenne, le Danemark et les Pays-Bas, en tout cas à 2 sociétés issues de ces pays, pour la même raison qu'avec la Bulgarie, la Pologne et la Finlande précédemment, c'est-à-dire le refus des entreprises concernées de se conformer au nouveau schéma de paiement édicté par la Russie, qui passe en particulier par l'ouverture de comptes chez Gazprom Bank. Enfin, le ministère de l'économie russe qui annonce un plan de soutien aux entreprises technologiques qui n'auraient pas bénéficié des plans précédents destinés spécifiquement au secteur IT et de production électronique. Quelques mots de politique intérieure. J'avais évoqué la semaine dernière une initiative de représentants du Parti communiste élus à l'Assemblée régionale de Vladivostok, une motion dans laquelle ils interpellaient le Kremlin et demandaient à Vladimir Poutine de mettre un terme à l'opération militaire spéciale. Eh bien, ces élus ont été exclus du Parti communiste. Saint-Pétersbourg qui annonce être de nouveau jumelé avec la cité de Mariupol, ce qui veut dire concrètement que Saint-Pétersbourg va sans doute contribuer, y compris financièrement, à la reconstruction de la ville. Alors j'en viens maintenant au gros dossier, qui est le dossier des sanctions, à la confluence de l'économie et de la diplomatie. Donc on y voit un peu plus clair, mais pas tant que ça finalement, aujourd'hui sur le 6e paquet. Je dis pas tant que ça parce que le détail n'a pas encore été publié au journal officiel de l'Union européenne, en particulier les nouvelles listes d'oligarques ou d'hommes d'affaires ou de personnalités sanctionnées. On en connaît quelques-uns, mais on n'a pas le détail. Bon. Ceci dit, on sait quand même quels points ont été retenus, quelles dispositions ont été entérinées et quelles dispositions ont été rejetées. Donc, sans surprise, et ça on l'avait dit de longue date, des sanctions sur le pétrole,
le brut et les produits raffinés, avec 2 calendriers d'ailleurs différents, 6 mois et 8 mois après leur adoption, ce qui veut dire que les importations en provenance de Russie par voie maritime seront interdites à partir de cette date-là, c'est-à-dire grosso modo à la fin de l'année ou début 2023. Une exemption est faite sans limitation dans le temps pour les importations terrestres à destination notamment de la Hongrie via l'oléoduc Druzhba. Il y a une disposition qui est moins médiatique, dont on parle moins au-delà des cercles de spécialistes, mais qui pourrait être contrariante pour la Russie. C'est l'interdiction faite aux assureurs de l'Union européenne et du Royaume-Uni, puisque le Royaume-Uni s'est pour l'occasion rapproché de Bruxelles et a coordonné cette démarche avec Bruxelles, donc interdiction d'assurer les bateaux qui pourraient exporter du pétrole vers des pays tiers. Ce qui veut dire, il faut évidemment assurer les tankers, ce qui veut dire que la Russie va devoir non seulement réorienter ses flux, mais trouver un dispositif pour assurer ou faire assurer les tankers qui iront en Inde, en Chine ou ailleurs. Quelques mots pour prendre la mesure des décisions et de l'impact possible. Je rappelle d'abord que les exportations de brut et de produits raffinés russes à destination de l'Union européenne ont représenté 70 milliards d'euros l'année dernière. Ça représente 28% des importations de l'Union européenne, 27 milliards sur le seul premier trimestre de cette année, en raison de la hausse des cours. Et tout ça représente 37% des exportations russes. Certains analystes ont commencé à chiffrer les pertes possibles pour la Russie. Bloomberg parle de 22 milliards. Bon, ça dépend de beaucoup de paramètres en réalité, de la capacité de la Russie à trouver de nouveaux acheteurs, des cours des matières premières eux-mêmes. Donc c'est évidemment une mesure importante. On voit déjà les effets. On voit que depuis quelques semaines, les flux à destination de la Chine, de l'Inde atteignent des niveaux inédits. L'Inde a multiplié par 9 ses volumes de pétrole achetés en Russie. Donc c'est un mouvement tectonique sur les marchés de l'énergie qui va se produire dans les mois qui viennent. Qui concerne à ce stade le brut et les produits raffinés, mais qui, d'ici 5 à 10 ans, concernera aussi le gaz très probablement. Voilà pour l'énergie. Il semblerait, mais je reste prudent, que l'interdiction envisagée d'acheter des biens mobiliers par les Russes au sein de l'Union européenne n'ait pas été entérinée. Et enfin, le sommet de l'Union européenne a entériné un nouveau paquet d'aide financière à l'Ukraine de l'ordre de 9 milliards. Toujours, donc il y a un volet sanctions contre la Russie, un volet aide à l'Ukraine. Et à l'occasion de ce sommet, M. Draghi, Premier ministre italien, a dit ce que l'on savait, mais à savoir que les grands pays, entre guillemets, les États membres puissants, entre guillemets, de l'Union européenne étaient opposés à l'octroi d'un statut de candidat immédiat à l'Ukraine. Donc un bilan en demi-teinte pour Kiev à l'issue du sommet. Autre actualité diplomatique, la visite de Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe au Moyen-Orient. C'est la deuxième tournée qu'il fait dans la région au cours des dernières semaines. Il s'était rendu précédemment à Oman et en Algérie. Il est depuis hier en Arabie Saoudite pour assister à la réunion entre la Russie et le Conseil des États arabes du Golfe Persique. Et donc, il a à cette occasion, et en marge de cet événement, des entretiens avec ses homologues saoudiens, du Koweït, des Émirats et de Bahreïn. Pourquoi cette visite? Pourquoi cette insistance? Eh bien, il y a la thématique pétrolière dont on parle. Évidemment, pour Lavrov, pour la Russie, il s'agit de veiller à ce que ces États, dont beaucoup historiquement sont plutôt pro-américains, mais qui, depuis quelques années, et singulièrement depuis la crise ukrainienne, veillent
à maintenir une stricte neutralité, à ne pas se laisser entraîner dans une polémique qu'ils perçoivent comme strictement européenne, et bien veiller à ce qu'ils ne retombent pas dans l'escarcelle américaine, surtout que, je le rappelle, une visite du président américain en Arabie Saoudite est envisagée au cours des prochaines semaines pour la Russie. Ce qui compte, c'est que Riyad n'ouvre pas les vannes pétrolières et que les accords conclus ces dernières années au sein de l'OPEP restent en vigueur. J'ai parlé du président Biden. Le président Biden, fait assez exceptionnel, a publié aujourd'hui une tribune dans le New York Times. Ça arrive rarement que les présidents américains publient des tribunes dans la presse. Obama l'avait fait, je crois, dans le Washington Post. Et dans cette tribune, le président américain rappelle les principes de l'engagement de son pays en Ukraine. Il rappelle que les États-Unis souhaitent voir ou revoir une Ukraine indépendante, souveraine, démocratique, etc. Et surtout, il rappelle la ligne rouge qu'est la non-participation militaire directe dans le conflit. Alors, encore une fois, pas de grand scoop. Ce qui est assez intéressant, c'est le fait même que Biden ait jugé opportun de s'exprimer. Cela reflète sans doute, ou ça fait écho aux critiques qu'on entend ici ou là sur le flou de la position américaine ou sur les écarts plus ou moins maîtrisés de langage du président américain. Je rappelle qu'à Varsovie, il avait parlé de changement de régime, etc., etc. Et dans cette tribune, il rappelle que le changement de régime ne figure pas parmi les objectifs des États-Unis. Autre dossier qu'on a déjà évoqué, sur lequel on reviendra sans aucun doute au cours des jours et des semaines qui viennent, c'est celui du blé ukrainien, mais également des exportations russes. Il semblerait qu'il y ait des mouvements, des tractations à plusieurs niveaux, y compris au niveau de l'ONU, au niveau bilatéral russo-américain, évidemment entre Turcs et Russes, la Turquie ayant proposé ses services pour faciliter l'évacuation des bateaux, dont certains sont turcs d'ailleurs, des ports ukrainiens. Donc c'est un dossier à suivre. Le Trésor américain apparemment s'est dit prêt à émettre des lettres de confort, c'est le terme consacré pour certaines exportations de fertilisants d'engrais russes. Lavrov a quant à lui rappelé que la Russie était prête à laisser sortir les bateaux, si tant est que l'Ukraine démine les accès d'Odessa. Il n'est pas certain d'ailleurs qu'elle en ait les moyens. Donc on en est là, mais ça discute, ça marchande. Il faudra voir évidemment quelles sont les modalités. On a du mal à imaginer la Russie laisser passer des démineurs turcs vers Odessa. On a du mal à imaginer que les Ukrainiens acceptent que ce soit déminé par les Russes. Et encore une fois, on n'est pas certain que les Ukrainiens puissent le faire. Il n'est pas certain non plus que les Russes aient l'intention de tout laisser sortir. Peut-être n'envisagent-ils de laisser sortir que les chargements, que les bateaux aujourd'hui bloqués en Ukraine. Mais en tout cas, il y a des tractations, des négociations, et ça concerne beaucoup de monde. Donc, c'est un sujet que nous aussi, on continuera à suivre. Voilà, Président. Merci beaucoup, Arnaud. On nous précise qu'il fait 30 degrés à Cannes et on nous demande si Pavel a besoin d'une formation pour faire des nœuds de cravate. Donc, c'est presque François Hollande qui écrit. Donc, Pavel, il faut que tu regardes tes nœuds de cravate. Mais on nous demande aussi une question pour toi, Arnaud. Pourquoi les revenus de l'État russe liés à la vente des pétroles et de gaz augmentent? En toute logique, moins de clients et prix en baisse devraient donner moins de recettes. Alors déjà, les prix ne sont pas en baisse, au contraire. Les prix augmentent. Alors, les tout derniers chiffres sur le pétrole, pour le mois de mai, donc le baril d'Urals, donc c'est la marque russe la plus importante, était en moyenne à 77, je crois, 78. Un an plus tôt, c'était 66. Et le prix de 77 intègre le rabais de 30% que doivent consentir les producteurs russes pour trouver des clients. Donc, en réalité, les prix ne baissent pas, loin de là. Et pour le gaz, c'est pareil. Donc, volume moindre, mais rentrée d'argent plus importante, en tout cas jusqu'à présent. Est-ce que ça peut changer? C'est difficile à dire, mais les anticipations des spécialistes des marchés énergétiques ne vont pas dans ce sens-là.
Certains parlent plutôt d'un baril à 150 dans quelques semaines ou quelques mois. Ce qui aura d'ailleurs, le cas échéant, un effet à la pompe en Occident. Alors, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les sanctions européennes ont été étalées dans le temps pour permettre aux uns et aux autres de trouver des solutions, mais il est évident que les Russes également profitent de ce laps de temps pour se réorganiser et mettre en place des circuits d'exportation alternatifs. Mais les Russes, en fait, ne réagissent pas beaucoup à toutes les sanctions. Et on a eu le 6e paquet de sanctions, dont l'européen. Et on ne voit pas beaucoup de contre-sanctions russes. Est-ce que tu crois qu'il va y en avoir là un peu plus? C'est vrai, alors, les Russes sont plutôt, en tout cas, n'ont pas réagi comme ils l'avaient fait, on s'en souvient, en août 2014, avec des contre-sanctions immédiates et qui ont fait très mal à l'époque sur les importations agroalimentaires. Les Russes sont plutôt, comment dire, alors, certains diront qu'ils ont moins de levier, ce qui n'est pas faux. D'autres diront, pas correct non plus. D'autres diront que ils préfèrent ne pas réagir de façon immédiate et je dirais un petit peu symétrique, en tout cas de prendre des mesures qui pourraient leur nuire. Il y a certains scénarios, certains analystes pensent que dans les jours qui viennent, les Russes vont, sans attendre l'entrée en vigueur des sanctions européennes, couper le pétrole préventivement. Au fond, pourquoi faire des cadeaux aux Européens alors que les sanctions sont annoncées pour dans 6 mois? C'est un scénario, mais il reste assez marginal. Donc oui, en réalité, les Russes se sont plutôt modérés jusqu'à présent dans leur réponse économique. Surtout, il y a les engrais aussi. Ils pourraient faire un boycott des engrais. Oui, mais encore une fois, leur intérêt économique n'est pas, en tout cas l'intérêt des entreprises n'est pas de cesser d'exporter. Non, non. Et puis il y a, il ne faut pas l'oublier, des pays de ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde qui dépendent des engrais russes. Donc tout ça a un coût politique. Enfin, la coupure immédiate, indiscriminée, aurait des effets politiques qui pourraient aller au-delà de ce que souhaitent les Russes. Non, mais j'imagine s'ils font un embargo sur les engrais, ils le font vis-à-vis des Occidentaux et pas des pays du tiers-monde ou des pays qui y sont plutôt amis. Mais on nous dit, il semblerait que la Russie va vers un retrait de l'accord de plafonnement de l'offre pétrolière. As-tu entendu cela, Arnaud? Non, ça c'est. Alors il y a des rumeurs, il y a des rumeurs dans la presse américaine à la veille de la visite de Lavrov. Donc on verra si c'est de l'information, de la manipulation, de l'intox, qui indiquait que certains États membres de l'OPEP souhaitaient exclure la Russie de l'accord. Ce qu'on a entendu aussi, ou ce qu'on a lu plutôt, c'est les déclarations d'un vice-président de Lukoil, M. Fedoun, pour ne pas le citer, qui disait au fond on pourrait produire moins et gagner plus. S'agissant du pétrole. En gros, plutôt que de continuer à produire le volume actuel, alors qu'il y a des sanctions qui arrivent, faisons monter les prix et voilà. Mais de façon générale, la Russie a vivement intérêt à ce que, encore une fois, les accords OPEP+ restent valables, restent en vigueur, ne soient pas dénoncés par les uns ou les autres. Il semblerait que les Saoudiens, à ce stade en tout cas, n'aient pas envie d'en sortir, d'ouvrir les vannes, comme ils l'avaient fait en mars 2020, ce qu'ils peuvent faire techniquement, pour différentes raisons. Igor pourrait y revenir, je pense, plus en détail la prochaine fois, mais les Arabes du Golfe ont compris qu'il était dangereux de tout miser sur le même cheval, le cheval américain en l'occurrence. Alors certains s'en sont rendus compte après le 11 septembre, certains en 2011, après l'arrivée des frères musulmans au pouvoir en Égypte. Ce n'est pas l'amour de la Russie, ce n'est pas une soumission à Poutine, c'est simplement la diversification des risques. Et il semblerait que ça conduise pour l'instant des pays qui historiquement sont très proches des Américains à ne pas céder à leurs injonctions. On nous dit justement que cette information est obtenue par le Wall Street Journal, donc c'est une information américaine, effectivement. Tu as raison. On nous dit aussi que tout le monde se tient un peu par la barbichette. Si les Occidentaux bloquent les semences, par exemple, la Russie sera aussi très mal. Ce qui est vrai.
Ce qui est vrai, la Russie a annoncé ne pouvoir être autosuffisante qu'en 2024-2025. En d'autres termes, il y a un très gros problème potentiellement l'année prochaine. Une question auquel tu as déjà répondu lundi, mais qui est intéressante. Comment vous, qui vivez et travaillez à Moscou, estimez-vous l'état d'esprit de la population russe après bientôt 100 jours d'opération militaire spéciale? Résilience, déni de réalité ou fatalisme? Un peu de tout ça, un peu de tout ça. Tout dépend avec qui vous parlez, si vous êtes à Moscou, si vous êtes dans le centre de Moscou, si vous allez en province, si vous rencontrez des Russes qui ont de la famille en Ukraine, etc., etc. Donc, et puis, il faut trouver des gens qui veuillent en parler, ce qui n'est pas toujours simple. Juste une anecdote qui n'a évidemment aucune valeur représentative et n'a aucune valeur de sondage, mais une de nos collègues a renoncé à fêter son anniversaire parce qu'elle savait que ça allait mal se passer, parce que les gens allaient entre eux, parmi ses invités, se prendre à partie ou se brouiller. Donc, manifestement, tout le monde n'est pas d'accord. Et surtout des gens qui appartiennent au même cercle, hein, qui se connaissent de longue date. Donc, j'ai mentionné les sondages, hein, environ 70% de soutien, 72 de soutien, 18 d'opposition et 10% qui ne se prononcent pas. Mais la vraie question, et il n'est pas facile de trouver la réponse, c'est à quoi renvoie ces 72%? Est-ce que c'est justement un soutien enthousiaste, ou c'est une réalité qu'on accepte parce que de toute façon on n'a pas prise sur les décisions? C'est difficile à dire. Il ne faut pas oublier, parce qu'on entend quand même beaucoup, ça aussi, ça n'a pas valeur de sondage, mais parmi tous nos amis, c'est que peu de Russes qui n'ont pas de famille ou des cousins en Ukraine. Il y a toujours un lien avec l'Ukraine. En tout cas, lorsqu'on est à Moscou, on voit beaucoup de gens qui ont des liens familiaux avec des parents qui habitent en Ukraine, qui sont russes. Mais les liens entre l'Ukraine et la Russie sont très forts. Commentaire sur les semences, on nous dit cela semble impossible 2024-2025. La date plus réaliste me semble plus proche de 2030. C'est un spécialiste des semences qui nous dit cela. Question complètement différente. On nous demande, excusez-moi parce qu'il faut que je remonte, le produit de la cession d'une société OOO, donc l'équivalent d'une SARL, par un Français serait-il transférable ou bloqué en Russie selon les règles actuelles? Je crois que c'est bloqué, non? Non, c'est pas. Mais il me semble que c'est bloqué. On ne peut pas sortir. On peut pas sortir de l'argent en Russie. Déjà aujourd'hui, beaucoup de difficultés. Je crois que Pavel qui essaye de faire des virements de son compte personnel en Russie à son compte personnel en France n'y arrive pas pour l'instant. Et on est plusieurs. Alors, par contre, on a quelqu'un, voilà, parmi nous aujourd'hui, qui nous dit qu'il y est arrivé. Donc, vous voyez, mais sortir une grosse somme d'argent, je ne crois pas que ce soit possible. Une autre info nous dit, concernant le passage à la frontière à Sheremetyevo, un ami venant d'Istanbul ce matin a poireauté 2 heures avant de pouvoir passer au seul motif qu'il était français et donc d'un pays inamical. Et ils ont été très courtois et aucune question ne lui a été posée. Tenez bon, nous dit-il, mais c'est donc juste parce qu'il était d'un pays inamical, on l'a retenu pendant 2 heures. Et 2 heures, il s'en est pas si mal sorti que cela. On nous demande un mot sur le journaliste français décédé, mais là, on n'a pas grand-chose à dire, j'imagine, Arnaud. Non. Ces histoires-là sont toujours, bien évidemment, dramatiques. On n'a plus de questions. Donc, si vous n'avez plus de questions, on ne va pas faire durer la session éternellement, mais n'hésitez pas à en poser une pendant que Pavel je suis désolé, on a un invité surprise et j'ai oublié de parler de notre invité surprise aujourd'hui. Donc, on a un invité surprise qui va expliquer qu'il aime et qui est en Russie. Depuis combien de temps, Yann, es-tu en Russie? 21 ans. Voilà, que Yann Sotik, vous allez voir dans une seconde, voilà, que vous voyez, et qui va vous expliquer ce qu'il fait ici. Il va nous dire un petit mot sur le Carré France. Il va vous expliquer ce qu'est le Carré France.
Merci, Président. Ce que je fais ici, on va rester surtout sur le Carré France, effectivement. Tout d'abord, effectivement, un grand merci, mais je pense que tous les invités surprises vous le disent, un grand merci pour tout le travail que vous faites. On ne cessera de le répéter, c'est toujours très appréciable. Et un deuxième merci, évidemment, de me donner la parole, tout simplement pour vous annoncer donc, que le Carré France s'agrandit. Nous avions un espace de coworking, un espace de travail qui réunit, qui a à peu près 25 places. Nous nous agrandissons jusqu'à 25 places supplémentaires, mais cette fois-ci dans une salle qui se transforme complètement. C'était les anciens bureaux, malheureusement, du courrier de Russie qui avait disparu. Nous avons récupéré tout cet espace, nous l'avons complètement transformé. Nous avons dorénavant 5 salles de réunion et nous avons des postes de travail, donc 25, qui peuvent se transformer, qui peuvent disparaître, qui laissent la place à un espace événementiel d'à peu près, on va dire, presque 90 mètres carrés, presque 100 mètres carrés, dans lequel tout le monde peut organiser des événements. Et donc, ça va on a un ciné-club, on regarde parfois même les matchs de foot, de rugby, on a prévu des soirées de belote, des courses d'escargots, enfin, toutes choses complètement incroyables, mais évidemment des choses beaucoup plus sérieuses. Conférences, des TED, des webinaires, voilà. Donc, les portes ouvertes seront ce vendredi de 9h à 18h, ce samedi de 9h à 18h. Nous vous attendons nombreux. Venez vous renseigner, venez participer donc à tous nos événements. Et si vous êtes intéressés, nous serons heureux de vous avoir comme abonné, comme membre du Carré France, c'est-à-dire vous deviendrez un Carré François. Voilà, tout simplement. Et où se trouve le Carré France? Le Carré France, effectivement, il faut l'annoncer, se trouve au 3e étage du même immeuble de la Chambre de commerce. Donc, pour tous les habitués qui viennent vous voir ici régulièrement, qui est au 2e étage, venez au 3e étage, montez au 3e étage, il y a du café, il y a du thé, il y aura tout plein de bonnes choses, il y aura peut-être même, qui sait, d'autres choses. Vous avez une belle photo du Carré France, voilà, on vous a mise, voilà. Voilà l'espace, surtout quand il se lève, voilà une des salles des réunions en forme de train, voilà le lounge, dans lequel vous pouvez aussi vous reposer de temps en temps. Derrière, on voit la salle de réunion, on appelle ça la living room. Et puis, ben voilà, on commence déjà à avoir quelques locataires. Donc, soyez les bienvenus. Merci. Je me demande, le café est-il meilleur à la CCFR ou au Carré France? Venez tester et venez nous dire la différence. Voilà, exactement. Juste deux petites, un témoignage. On nous dit, nous étions à Kalouga cette semaine, c'est dans la région de Moscou. Incompréhension relative des personnes que nous avons rencontrées sur les sanctions européennes. Mais une forme de rejet de l'Europe qui, de toute manière, nous prend pour des rustres. Le reste, effectivement, silence et souhait que cela se termine plus vite. Ça, je pense que c'est un souhait que tout le monde a en Russie, y compris nos amis russes, bien sûr. Autre chose, on nous demande si le service consulaire russe à Paris émet toujours des visas pour les ressortissants de l'Union européenne. En tout cas, à Paris, ils le font, non? Aucune instruction, en tout cas, n'a été dictée dans le sens contraire. Ouais, et on a régulièrement des Français qui viennent. On a encore un exportateur de semences, j'ai nommé Charles Rath, qui est arrivé hier. Pavel, au lieu de lire des bêtises, si tu peux lire ta petite. Non, je rebondissais sur le thème de tout à l'heure. Mais il parle des élections, puis après. Bon, mais on passe la parole à Gilles, notre bon aimé vice-président, voilà, qui va vous dire un petit mot sur les élections et pour qui voter. Oui, bien entendu, on ne peut que conseiller. Non, simplement pour vous rappeler, parce que visiblement, ce n'était pas clair pour tout le monde, qu'à l'étranger, pour les Français de l'étranger, donc le vote pour les élections législatives est directement dimanche prochain pour le premier tour, donc le 5. Alors, par contre, le deuxième tour, lui, reste le 19 avec tout le reste de la France. Donc, ça veut dire, n'oubliez pas de venir voter dimanche. Le bureau de vote à l'ambassade sera donc ouvert
de 8h à 18h. Attention, ce n'est pas jusqu'à 19h comme les présidentielles, mais bien 18h. Donc, venez nombreux voter pour plusieurs raisons. D'abord, pour exprimer faire votre devoir démocratique et de citoyen, et aussi pour ceux qui tiennent le bureau de vote, comme dirait le président, qui aime bien les expressions modernes, qu'on ne s'ennuie pas à 100 sous de l'heure pendant toute la journée. Voilà, donc ça c'était le message du jour. Je rebondis juste sur une petite chose. On parle de l'état d'esprit des Russes. J'ai découvert un peu par hasard une petite chaîne YouTube russe qui est très intéressante, qui s'appelle 1420, 1420, je ne sais pas exactement. Et ce sont des micro-trottoirs comme ça de jeunes et moins jeunes. Et on voit l'éventail des opinions. C'est très intéressant. C'est sous-titré en anglais pour ceux qui ne parlent pas russe. Donc c'est très intéressant. Je vous engage vivement à regarder ça. Voilà. Venez voter. Et votez bien, voilà. Alors évidemment, ce canal ne sera pas pour notre ami Georges Polinski qui ne parle pas anglais. Mais Pavel. Et pour les russophones, il y a également une série de reportages de Pivovarov sur YouTube qui interviewe des Russes dans les régions. Donc le premier volet avait été tourné en alternance à Kaliningrad et à Novosibirsk et à Kaliningrad. C'est assez intéressant parce que ça permet de comprendre ce que ressentent des couches de la population extrêmement diverses, sachant que la diversité géographique en Russie est un facteur d'hétérogénéité sociale particulièrement important. Pour le reste, nos 3 rendez-vous hebdomadaires, lundi, mercredi et vendredi, 17h30 heure de Moscou. La hotline, les fils Telegram, vous connaissez tout cela par cœur. L'actualité, un webinaire le 2 juin, c'est-à-dire demain sur les crypto-monnaies, parce que la fois précédente, moi par exemple, je n'avais pas tout compris. On invitera peut-être quelques mineurs de fond ou de surface. Le 10 juin, un séminaire, le retail dans la réalité actuelle en Russie. La réalité actuelle est une belle parabole sur la période que nous vivons. Enfin, le 23 juin, une rencontre des directeurs généraux des sociétés membres de la CCI France-Russie. Les autres actualités, vous pouvez les retrouver en ligne et sur notre fil Télégraphe CCI France-Russie. Tenez bon les amis, bonne fin de journée. On nous demande de Moskovski Télégraphe. Vous connaissez le Moskovski Télégraphe? Ça doit être un fil. Non. Est-ce qu'on conseille que ça doit être un fil quelconque? Non, mais je vais aller voir et puis je vous répondrai. Bon. Mais merci beaucoup. On se retrouve vendredi prochain à 17h30 heure de Moscou, 16h30 heure de Paris. Et tenez bon, mais la CCI France-Russie reste à vos côtés. Merci beaucoup. Au revoir.